Chapitre 9. Les années 50, de 1953 à 1960. La guerre de Corée termina en match nul. L'armistice de Panmunjom et la conférence de Genève consolidèrent le 38e parallèle comme division de la péninsule. Un conflit terminé, un autre commencé. Après la défaite infligée aux Français par le général Giap à Dien Bien Phu, en 1954, la France capitula, laissant aux mains des communistes le nord du Vietnam, où la situation paraissait s'éclaircir. Au sud, le Premier ministre Ngo Dinh Diem supprima les élections prévues et le Viet Cong commença les hostilités. C'était le début de la Seconde Guerre d'Indochine. La politique américaine fut dominée jusqu'en 1953 par une obsession non pourvue d'une certaine dose de propagande. Celle de libérer du communisme les nations sous son joug. Dans ce but, le tandem républicain Dwight Eisenhower-Richard Nixon conçut un plan d'aide au développement accompagné d'une stratégie militaire d'isolement de l'URSS. Eisenhower, qui venait de gagner les élections, s'entoura de gens capables comme John Foster Dulles et Earl Warren. Il comptait de plus sur le vote ouvrier et rural et sur celui de la minorité urbaine noire. Son premier mandat, qui se déroula sous le signe de la prospérité, engendra un climat de confiance auquel contribuèrent le contrôle de l'inflation et une politique d'austérité qui maintinrent l'emploi. Le programme Atom pour la paix fut un important progrès dans l'utilisation non belliciste de l'énergie nucléaire. En 1954, la ségrégation fut déclarée inconstitutionnelle. Le monde du cinéma et du spectacle se mobilisa pour encourager une conscience raciale plus juste. Shirley Temple, Katharine Hepburn, Edward G. Robinson firent une campagne en faveur des droits civils en soutenant Martin Luther King. À partir de 1957, le chômage augmenta, ainsi que l'inflation. La récession économique se fit sentir et le mécontentement s'accentua. La situation raciale s'aggrava. Les troupes fédérales durent protéger les droits des Noirs et les problèmes se généralisèrent. En politique extérieure, l'attaque de la Chine continentale à l'île nationaliste de Quemoy amena le monde au bord de la guerre en août 1958. Quelques mois plus tard, l'URSS menaça d'isoler Berlin et en décembre, Khrouchtchev gagna un allié au cœur de l'Amérique, Fidel Castro. Les problèmes terre-à-terre n'empêchaient pas de penser aux grands défis de l'espace. Et en 1958, la NASA fut créée. Eisenhower dut également mettre de l'ordre dans son propre pays. En juillet 1959, plus d'un demi-million de travailleurs de la sidérurgie descendirent dans la rue. Le problème ouvrier prit de l'importance à cause de la nouvelle sensibilité sociale. Il y eut des joies, comme l'incorporation à l'Union des États d'Hawaï et de Alaska, et la communication des Grands Lacs avec l'Atlantique grâce au canal du Saint-Laurent. À la fin de la décennie, Eisenhower, Macmillan, De Gaulle et Adenauer se réunirent à Paris. Et lorsque la glace paraissait enfin prête à fondre, survint la pénible affaire de l'U-2 battu par les Russes le 1er mai 1960. En Europe, les choses se normalisèrent. Le panorama politique s'éclaircit en 1953 après les élections, grâce à Konrad Adenauer qui basa son mandat sur l'alliance avec les États-Unis et sur la recherche d'une Europe unie. Il fallut affronter le problème de devoir accueillir 8 millions d'Allemands expulsés de Pologne, des Sudètes et des Balkans, et de mettre un terme à l'arrivée continue des réfugiés des pays de l'Est. Adenauer fut, avec son ministre de l'économie Ludwig Erhard, l'artisan du miracle allemand. Il fit participer son pays aux forums internationaux et l'intégra dans l'OTAN. Il participa à la fondation en 1957 de la Communauté économique européenne en signant le traité de Rome. Cette même année, les Berlinois élurent Willy Brandt comme maire de Berlin, défiant ainsi les menaces soviétiques. Tout le monde se rappelait ce qui était arrivé en Hongrie un an plus tôt, où après 6 jours d'indépendance, les tanks russes étaient entrés dans Budapest. Une époque se terminait également en Italie avec les élections de juin 1953. Après celui d'Alcide de Gasperi, les gouvernements stables ne seraient plus qu'un souvenir. Il y avait en 1954 50 millions d'habitants. Chacun d'eux paraissait appartenir à un parti différent. Une sortie d'atomisation politique qui affaiblit la démocratie chrétienne. Au milieu de tant de mésentêtes,
il y eut une joie partagée par tous. Trieste était redevenue italienne. En France, René Coty fut élu président fin 1953. L'atomisation politique était également ici une réalité. Quelques mois après, Pierre Mendès France terminait la guerre d'Indochine et affrontait le problème économique. Son prestige était grand, mais sa politique tunisienne le discrédita et il fut battu en 1955 par Edgar Faure, qui donna l'indépendance à la Tunisie un an après. L'Espagne reconnut l'indépendance du territoire. À Madrid, Mohamed V visita Franco, qui lui céda la partie espagnole. Mais le grand problème des Français était l'Algérie. Depuis fin 1954, un demi-million de soldats étaient destinés là-bas. La guerre provoquait une inflation et de plus, elle n'était pas viable. L'avenir, c'était l'Europe. Avec l'Italie, l'Allemagne et le Benelux, la France signa en 1957 le traité d'union économique à Rome. On parla de la création de l'Euratom. Le Premier ministre Guy Mollet était euphorique. Un an après, son successeur, Pierre Fimelin, fut pris à partie par les généraux Raoul Salan et Jacques Massu en Algérie. Le chaos s'approchait. De Gaulle, le voyant venir, proposa d'assumer le pouvoir. Face au péril d'une guerre civile, Coty non seulement l'invita à former un gouvernement, mais en accord avec l'Assemblée nationale, il lui donna les pleins pouvoirs pour réformer la Constitution. En janvier 1959, naissait la Ve République. En Belgique, Baudouin Ier inaugura l'exposition universelle de 1958, avec la course à l'espace comme thème principal. La mort de Staline élimina des tensions en Occident, bien qu'après elle, il y eut encore des révoltes ouvrières dans la République démocratique allemande. Et l'armistice de Corée diminua les frais en armement. L'Angleterre était une puissance nucléaire depuis les essais de 1952 à Montebello. En politique extérieure, l'entente reprit avec les États-Unis, ce que fit tout naturellement Winston Churchill. Mais il ne fut pas facile de prendre part à la politique défensive européenne. En juin 1953, après la mort de George VI, Élisabeth II fut couronnée reine. La solennelle cérémonie eut lieu dans l'abbaye de Westminster, alors que la reine était âgée de 27 ans et que l'Empire s'effondrait. En Asie, la décision de reconnaître la Chine communiste allait à l'encontre de la politique américaine concernant Pékin. L'Angleterre accepta les postulats de l'OTAS, bien que l'Inde n'ait pas signé ce traité de défense du Sud-Est asiatique dû à l'initiative des États-Unis. Churchill, qui avait reçu le prix Nobel de littérature en 1953, abandonna la scène politique 2 ans plus tard, et Eden gagna les élections, aidé en cela par le départ de Clément Attlee et les grèves. Les dépenses furent réduites, mais les impôts augmentèrent et les allocations diminuèrent. En 1954, le prix Nobel de la paix fut octroyé au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour l'extraordinaire travail réalisé. Déjà en 1938, l'Institut Nansen avait reçu ce même prix. À la fin de la guerre, 6 millions de civils avaient été rapatriés grâce à l'aide de cette organisation. La vente d'armes tchèques à l'Égypte empira les relations Est-Ouest. La visite de Bulganin à Londres en 1955 et celle de Khrouchtchev un an plus tard ne changèrent pas grand-chose. En janvier 1957, Harold Macmillan, qui avait fait comprendre à ses compatriotes qu'il fallait s'adapter aux nouvelles circonstances avec fair play, devint chef du gouvernement. Il savait que le destin britannique ne pouvait pas être séparé du destin américain, et après la visite d'Élisabeth II à Washington et à Ottawa, il négocia avec Eisenhower un accord de collaboration dans le domaine de l'énergie atomique en acceptant de placer sur le sol britannique les missiles Thor. Macmillan suivit la loi du marché pour résoudre la crise économique, mais l'inflation continua. Les budgets familiaux s'en ressentirent et la protestation sociale augmenta. Au cours de 1958, il y eut une montée de chômage et une descente de la production. À la mort de Pie XII, en 1958, un homme charismatique monta sur le trône pontifical, Jean XXIII. Son but, en tant que pape, était d'actualiser l'Église, de rechercher l'unité des chrétiens et de préserver la paix. Le monde soviétique et sa zone d'influence allaient connaître un changement spectaculaire. On craignait une période de désordre, mais à tort.
Un triumvirat prit le commandement avec Boulganin à sa tête, qui présida le Conseil des ministres de 1955 à 1958, avec Malenkov comme vice-président jusqu'en 1955 et Khrouchtchev. Beria, le chef de la police, avait été exécuté. Khrouchtchev manœuvra et s'empara du pouvoir en 1958. Il avait dénoncé au préalable l'époque stalinienne au cours du 20e congrès du Parti communiste soviétique. En 1957, il se débarrassa de Malenkov, de Molotov et de Kaganovitch, et en mars 1958, il prit le poste de Premier ministre occupé par Boulganin, tout en gardant le poste de premier secrétaire du parti. Il ne fut pas mal considéré en URSS, mais lorsqu'il visita la Chine en 1958, il était clair que ce pays n'appréciait pas sa campagne anti-stalinienne. Khrouchtchev changea la politique économique. Il démonta le système de travaux forcés et libéra des millions de prisonniers en 1958, puis il adopta un certain nombre de principes légaux pour la défense des personnes. Le pacte de Varsovie fut créé en 1955, en réponse à l'OTAN, née quelques années plus tôt. Eisenhower invita Khrouchtchev à visiter les États-Unis en 1959. Les domaines politiques et scientifiques russes étaient alors en pleine apogée. Peu de jours avant la visite, circulèrent en Occident les premières photographies du satellite de la Terre prises par la sonde Lunik 3. Après la mort de Staline, Mao Zedong devint la principale référence du communisme. Il assuma le rôle de chef idéologique et radicalisa ses programmes. La Chine initia en 1953 son premier plan quinquennal dans le but de transformer une société agricole en une puissance industrielle. Pourquoi ne pas le faire puisque la Russie avait réussi? L'URSS fournit les prêts, l'aide technique, les machines et la technologie. Pour le Japon également, l'époque qui commençait après la guerre de Corée le vit passer de la dépression à la prospérité. Ses dons de négociateur en faveur des Nations Unies lui permirent d'avoir d'excellents rapports avec l'Occident. Le Japon avait récupéré son indépendance en 1952 et l'économie du pays commençait une croissance qui dura jusqu'en 1960. Les réformes agraires furent bénéfiques à la campagne qui commençait à se mécaniser, le passage de la charrue à la machine se faisant de plus en plus vite. En Amérique latine, la violence, les coups d'État, les protestations politiques et sociales augmentèrent. Au Mexique, l'armée réprima une manifestation estudiantine en 1956 avec des mitrailleuses et des bombes. Et 2 ans plus tard, elle étouffa Manu Militari, la grève des chemins de fer. À Cuba eut lieu en 1953 la première révolte contre Batista. Mais l'assaut de la caserne du Moncada fut un échec. En 1959, Batista convoqua des élections générales qui furent rejetées parce que frauduleuses. Pendant ce temps-là, la guérilla, sous les ordres de Fidel Castro, s'emparait de Sierra Maestra et devenait de plus en plus forte grâce à l'appui des paysans auxquels le mouvement révolutionnaire du 26 juillet avait promis une réforme agraire et la démocratisation du pays. Castro, en compagnie de Che Guevara et de son armée de guérilleros, entra à La Havane. La population l'acclama en délire, mais en réalité une dictature s'achevait et une autre commençait.
Les dictatures naissaient, grandissaient et se développaient comme de perverses créatures. Les dictateurs étaient partout. Au Nicaragua, Anastasio Somoza sortait indemne d'un attentat en 1954. Alfredo Stroessner prenait le pouvoir au Paraguay après un coup d'État. La présence des États-Unis se généralisa à un moment où l'anticommunisme était son unique but. Le bras long de l'United Fruit Company était partout. Ses directeurs bougeaient les fils pour placer selon leur goût la marionnette de service. En janvier 1958, le vice-président Nixon reçut des volées de pierre au Venezuela où s'achevait la dictature de Marcos Pérez. Une junte prit le pouvoir et réalisa la transition à la démocratie. Romulo Betancourt prit possession de sa charge en 1959. Il fut le premier président vénézuélien à terminer son mandat. Ancien sympathisant de la gauche, il fut tellement modéré qu'il adopta une politique anticastriste qui eut comme conséquence la création du MIR, un mouvement révolutionnaire. En Argentine se préparait un coup d'État militaire. Le 16 juillet 1955, les gens se regroupèrent sur la Plaza de Mayo, espérant un défilé. Les avions déchargèrent les bombes sur la place. Perón avait échappé de la Casa Rosada, avisé par l'ambassadeur américain. L'armée resta fidèle à Perón, et les aviateurs rebelles s'enfuirent en Uruguay, laissant derrière eux des centaines de morts. Perón démissionna, laissant l'Argentine en plein chaos. La venue d'Aramburu au pouvoir entraîna la répression. Aramburu, un néocapitaliste, voulut surmonter la crise en favorisant la bourgeoisie au détriment de la masse populaire. Au Moyen-Orient, le personnage d'Abdel Nasser ne fut pas bien accepté par l'Occident. Nommé Premier ministre en 1954, il catalysa les aspirations du monde arabe. Il distribua des terres aux paysans, industrialisa le pays en combattant la misère séculière de l'Égypte. On parla de socialisme arabe. Devant le refus de l'aide anglaise et américaine promise pour construire le barrage d'Assouan en 1956, étant devenu président de l'Égypte, il nationalisa le canal de Suez en indemnisant ses actionnaires et en garantissant la libre navigation. La France intervint et les Anglais bombardèrent les positions égyptiennes, tandis que les Nations Unies réunissaient le comité de sécurité. Les États-Unis firent un appel au calme aux autorités anglo-françaises et l'URSS resta en état d'alerte. L'Union soviétique avait donné des crédits en 1956 et une aide technique pour la construction du gigantesque barrage. Les escarmouches continuelles avec les Égyptiens sur la frontière servirent de prétexte à Israël pour déclarer la guerre en octobre 1956. Peut-être de connivence avec les Israéliens, la France et l'Angleterre demandèrent un cessez-le-feu et la démilitarisation d'une frange de 16 km de chaque côté du canal. L'Égypte refusa et les troupes anglo-françaises s'emparèrent de Suez. Les États-Unis et l'opinion mondiale condamnèrent les faits. Les Nations Unies contrôleraient le canal. La situation dans cette partie sensible du monde fut délicate. La frontière entre la Syrie et l'Israël se modifia en 1958. Cette même année, la Syrie et l'Égypte créèrent la République arabe unie. Un an plus tard, Eisenhower envoya des troupes au Liban sur la demande du gouvernement de Beyrouth. En 1955, la science perdait deux de ses plus grands génies. Le bactériologiste écossais Alexander Fleming mourut à Londres à l'âge de 56 ans. Et Einstein mourut en 1956 à la cité universitaire de Princeton. Son œuvre a révolutionné le monde de la physique. Sur le plan humain, il fut un défenseur de la tolérance et de l'éradication de la violence. Une autre conquête de la médecine, moins théorique mais d'une utilité immédiate, eut lieu un an plus tard. Gregory Pincus et John Rock inventèrent la pilule contraceptive. Wilhelm Kolff et Albert B. Sabin produisirent le premier vaccin contre la poliomyélite, améliorant le vaccin Salk déjà existant. La course à l'espace entre les États-Unis et l'URSS battait son plein. En juillet 1955, Eisenhower parla du projet Vanguard visant à placer en 1957 un satellite artificiel au moyen d'une fusée en 3 étapes.
Mais ce furent les Russes qui, cette même année, mettraient sur orbite les Sputnik 1 et 2. Une sphère en acier poli de 58 cm de diamètre et pesant 83 kg, dont le succès étonna l'Occident. Puis on parla de la petite chienne Laika, le premier être vivant à visiter l'espace. Le premier satellite de télécommunication fut créé, l'Echo 1, une sphère avec une couche de millard soufflé et illuminé. Les Américains essayèrent de placer le Vanguard sur orbite à la fin de 1957, mais il explosa au ras du sol. L'URSS ne restait pas inactive. Elle créa en 1954 la première centrale nucléaire au monde. Et la marine américaine mit à l'eau le Nautilus, le premier sous-marin nucléaire, qui pouvait parcourir 330 milles marins avec 6 kg d'uranium, alors qu'un sous-marin classique nécessitait 38 millions de litres de gazoil. Marilyn Monroe, nouvellement mariée avec l'étoile du baseball Joe DiMaggio, remplissait les cinémas, commençant ainsi une brillante carrière qui allait faire d'elle le symbole de la décennie. Le cinéma était toujours une dispensatrice de rêves, et l'Académie d'Hollywood continuait à donner des prix aux meilleurs. Grace Kelly obtint l'Oscar pour The Country Girl de George Seaton, qui adapta un scénario original de Clifford Odets. En 1955, le Rose Tattoo de Tennessee Williams fit sensation et obtint l'Oscar à la meilleure photographie et au meilleur décor. Anna Magnani reçut l'Oscar à la meilleure actrice. Mais l'Oscar du meilleur film fut pour Marty de Delbert Mann. Son interprète, Ernest Borgnine, reçut le prix au meilleur acteur. En 1965, Yul Brynner obtint l'Oscar pour son interprétation de The King and I, l'histoire incroyable d'un roi qui engage une institutrice pour éduquer ses enfants. Susan Hayward obtint un prix en 1958 pour I Want to Live. En 1959, Ben-Hur fit l'admiration de tous. Charlton Heston reçut sa statuette pour l'interprétation du personnage principal. Simone Signoret fut désignée comme meilleure actrice pour Room at the Top. En Europe, les prix Bambi furent octroyés aux personnes les plus importantes du monde du cinéma. Maria Schell en gagna 5. Gina Lollobrigida obtint également le prix allemand. La jeunesse, déçue, ressentait les problèmes spirituels dus à la guerre de Corée, en même temps qu'elle pressentait les conflits du Vietnam. Cette tension spirituelle engendra peut-être l'art de l'époque. En 1953, Willem de Kooning avait dit « Ne regardez pas, contentez-vous de peindre. Ces couches de pinceau épaisses, loin de refléter le monde du tableau, ne tenaient compte que du geste et de la couleur. » Peu après surgissait toute la vie de l'art pop, avec comme chef de file Andy Warhol. L'art imitait la vie, mais la vie au quotidien. Une nouvelle écrivain, Françoise Sagan, publiait une œuvre délicate, douloureuse, morbide et attrayante. Bonjour tristesse. La littérature soviétique était dominée par la politique. Avant que Boris Pasternak écrive en 1957 son Docteur Zhivago, clairement en contre de l'establishment communiste, Elia Ehrenburg avait publié Otopel, critique à propos de l'attitude du régime face aux écrivains et aux artistes russes. Faulkner, Hemingway, Steinbeck et les poètes Robert Frost, Ezra Pound, Edward Cumming et Wallace Stevens donnèrent à la littérature américaine son cachet, son caractère et son âge d'or. Surgirent de nouveaux auteurs comme Norman Mailer, probablement l'écrivain le plus intelligent de son temps. En Amérique latine, la période était fertile avec Borges, Bioy Casares, Garcia Marquez, Alejo Carpentier, Arguedas et Cortázar. Juan Rulfo étonna avec Pedro Páramo et Miguel Ángel Asturias fit connaître El Papa Verde. Le poète Pablo Neruda continuait sa création. La célèbre liste se fit trop vaste. Vargas Llosa commençait à écrire son premier roman, La Ciudad y los Perros. Et Jorge Amado devenait le chef de file des écrivains brésiliens. Deux mariages mobilisèrent la presse à sensation, qui commençait à avoir du succès. À Monaco, le mariage de Régnier et de Grace Kelly, et en Iran, celui du Shah et de Farah Diba. Le yo-yo connut un grand succès aux États-Unis. Le hula hop, qui rendait fous les Américains, débarqua en Europe comme le dernier cri. Et l'automobile devint le prolongement naturel de l'homme. À New York,
eut lieu une gigantesque démonstration sur l'évolution de la voiture dans l'avenir. Tout était motif de passerelle. Les concours de beauté intéressaient. De Long Beach à Berlin, tout ce qui pouvait enjoliver l'image était accueilli avec enthousiasme à un moment où la seule chose importante était le look. Le panorama musical, comme toutes les modes, évolua. En 1954, Bill Haley, un inconnu, enregistra Rock Around the Clock. Elvis devint le protagoniste du genre et se convertit en idole. Son service militaire fit sensation. En 1958, il rejoignit les troupes américaines stationnées en Allemagne. En 1955 eut lieu la plus grande tragédie automobile de l'histoire. Pendant les 24 heures de Le Mans, le coureur Hawthorne freina brusquement et sa Jaguar provoqua un choc multiple. La Mercedes de Levey fut projetée dans la foule, provoquant 85 morts et plus de 200 blessés. Tout était défi. Les essais de vitesse sur l'eau, les sauts de parachute, les chocs d'automobile, les acrobaties et les prouesses qui faisaient sensation. Le monde semblait renaître et laisser au loin les cauchemars. Ce fut la fin d'une décennie, un moment doux et naïf avec à l'horizon les lumières d'une décennie dorée. Les joyeuses années 60, bien que l'on pût entendre encore résonner des roulements de tonnerre de la guerre froide.